Bonjour à tous. Alors moi je suis pas très grande donc je vais baisser un peu. Bonjour à tous et je vais vous faire une présentation qui, pour ceux qui connaissent déjà la matière, va sembler assez succincte mais volontairement généraliste pour s'adresser au plus grand nombre et puis axée plutôt sur comment prendre en compte ces nouveaux aspects réglementaires dans notre activité professionnelle. Donc j'aborderai pas la partie personnelle. Je ne suis pas compétente pour ça. Alors, les principes clés de la protection des données, nécessité de choisir les moyens, puisque la nouvelle réglementation nous impose, en tant qu'établissement, de prendre des mesures adaptées par rapport aux risques que peut faire peser sur les personnes le traitement des données à caractère personnel, et puis quelques cas pratiques. Or, les principes clés. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? Le règlement nous le précise, c'est toute information relative à une personne physique. Donc, on ne parle pas de personne morale, une société, une entreprise. Ça ne rentre pas dans le cadre de la réglementation. Mais toutes les personnes physiques. Donc, les étudiants, les personnels, les contacts qu'on peut avoir dans le cadre de nos activités professionnelles. Identifiés ou susceptibles de l'être. Donc, je peux avoir une personne que je connais nommément, mais je peux avoir des informations sur cette personne et en réunissant ces éléments, je peux arriver à la réidentifier. Directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Et ça, c'est très important, notamment dans le cadre de recherche. Vous pouvez effectivement créer des questionnaires ou des enquêtes auprès des personnes où vous ne collectez ni le nom ni le prénom, mais vous avez un certain nombre d'informations liées aux catégories socio-professionnelles, à l'origine de la personne, à sa formation, qui permettent, en les recoupant avec d'autres, de réidentifier les individus. Pourquoi protéger ces données ? Après tout, ce sont des données qui nous sont utiles et pourquoi cette nouvelle réglementation ? Bien parce que leur divulgation à des tiers non autorisés peut avoir un impact réel sur les personnes. On en a déjà un petit peu parlé lors de la table ronde. Vous avez les risques d'usurpation d'identité, de harcèlement, chantage et puis la prise de décision sur la base de données erronées et bien d'autres cas. Alors, un autre concept, c'est le traitement. Il s'agit de toute opération appliquée à des données à caractère personnel ou des ensembles de données à caractère personnel, de la collecte jusqu'à l'archivage. Je fais une enquête exploratoire, donc je ne sais pas encore exactement ce que je souhaite obtenir comme information, mais je prends déjà des contacts avec les personnes. J'ai leur nom, leur prénom, leurs coordonnées. C'est un traitement de données à caractère personnel. Donc, quelques exemples, la création d'un fichier Excel avec les coordonnées d'étudiants, de personnel, de participants à une recherche, la gestion d'une liste de diffusion, la communication d'une liste nominative, puisque la communication, c'est également un traitement. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi ai-je besoin de ces informations ? Est-ce que j'ai besoin du nom, du prénom des étudiants pour communiquer avec eux, pour leur proposer une date pour organiser un point sur leur formation. C'est la première question à se poser. Pourquoi ai-je besoin de ces informations ? Et il faut limiter les données à celles qui me sont indispensables. Donc je ne vais pas collecter, je ne sais pas, la catégorie socio-professionnelle des parents si elle ne m'est pas utile. C'est un nouveau principe qui est édicté par le règlement européen, c'est le principe de minimisation des données. Donc, un exemple pour la participation à un événement, le nom, le prénom, une adresse mail et quoi d'autre ? En fonction de l'événement qui est organisé, vous aurez peut-être besoin d'informations supplémentaires. Mais en général, le nom, le prénom et une adresse de contact sont largement suffisants pour organiser l'inscription et la participation à l'événement. La gestion de travaux en groupe des étudiants, c'est pareil. Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus que le nom, prénom ou juste l'adresse mail ? C'est à déterminer.
Et l'envoi d'une newsletter, là, clairement, c'est juste l'adresse mail. Je n'ai pas besoin de connaître la profession de la personne, ni son nom, ni son prénom, ni la société pour laquelle elle travaille. Respecter l'intégrité et la confidentialité des données. Là se pose la question des supports de stockage des données, leur accès et les moyens pour communiquer ces informations. Et ça relève de notre responsabilité à tous. Le fait de choisir tel ou tel moyen de stockage, tel moyen de communication des informations, ça peut engager l'établissement. Donc, il faut déterminer qui pourra accéder à ces informations. Lors de la collecte, lors de l'analyse, lors de la conservation et lors de l'archivage. Je décide de faire une collecte. Vous pouvez avoir... la réglementation s'applique à la fois au support papier et au support numérique. Vous n'avez pas que l'informatique qui est concernée. Donc, vous faites un questionnaire que vous diffusez sur support papier, classiquement. Qui va les collecter, qui donc pourra lire les réponses qui ont été faites sur ces questionnaires. C'est une des questions qu'il faut se poser. De même, sur un formulaire en ligne, qui va accéder aux résultats, aux réponses qui ont été données par les personnes sur le formulaire en ligne. Et ensuite, une fois que ces données, ces réponses sont extraites, comment vais-je les traiter? Est-ce que je vais tout mettre dans un fichier Excel? Et du coup, ce fichier Excel, qui pourra y accéder? Où est-ce qu'il sera stocké? Comment vais-je le partager avec mes collègues? Toutes ces questions doivent être envisagées. M'assurer que seules les personnes autorisées peuvent effectivement y accéder. Si j'ai décidé que sur ce projet ou pour ce traitement, nous ne sommes que 2 personnes dans le service ou dans mon équipe à pouvoir y accéder, il faut que je mette en place un système qui permet de m'assurer que nous serons les 2 seules personnes à pouvoir y accéder. Créer un accès limité via un mot de passe, et tout dépend de l'outil qui sera choisi pour permettre ce partage d'informations. Et pourquoi c'est important? Parce que si des données sont divulguées à des tiers, on doit alors faire face à une violation de données à caractère personnel. C'est aussi une nouveauté de la réglementation. Si des données sont divulguées à des personnes qui n'étaient pas censées y accéder, l'établissement doit notifier cette violation à la CNIL, dans un délai assez court qui est maximum 72 heures, et éventuellement contacter chaque personne dont les données ont été rendues accessibles par d'autres. Donc c'est vraiment pas anodin. Mettre en place des mesures de sécurité appropriées. Alors là, c'est toujours la question des supports et des moyens de communication. C'est ce que j'ai déjà abordé avant, c'est comment je vais les conserver. Est-ce que ce sera un fichier en clair sur mon ordinateur portable où il n'y a pas d'authentification, je le laisse dans mon bureau et n'importe qui peut accéder à l'ordinateur et donc au fichier qui s'y trouve, ou est-ce que je décide de créer un dossier chiffré avec ces informations, donc un mot de passe est indispensable pour pouvoir accéder aux informations. Et puis comment vais-je les communiquer? Est-ce que j'envoie ce fichier Excel à toutes les personnes dans ma liste de diffusion en pièce jointe, ou est-ce que j'utilise un autre moyen plus sécurisé pour éviter que ces données circulent en clair et soient potentiellement accessibles par d'autres? Déterminer pendant combien de temps ces données seront conservées. Alors au niveau de l'établissement, pour tout ce qui est grandes applications, ces durées de conservation, elles sont envisagées pour l'établissement, mais il y a plein de cas où on a des listes de coordonnées, de contacts qu'on conserve sur son ordinateur professionnel. Et à ce moment-là, il faut se demander, est-ce que j'ai besoin de conserver ces informations au-delà d'une certaine durée? Donc, et puis l'autre question à se poser, est-ce que ces informations doivent être archivées? Parce qu'il y a des obligations d'archivage aussi. Donc la question se pose dans les données dans le cadre de recherche, les travaux effectués par les étudiants au cours de leur formation. C'est une question qui doit être envisagée aussi au moment où on met en place ce traitement. Alors, le choix des moyens numériques adaptés. Alors, vous avez sans doute entendu cette phrase, si c'est gratuit, c'est toi le produit.
En fait, vous avez plein de solutions grand public qui vous sont offertes. C'est gratuit, vous avez accès à énormément de fonctionnalités, plein de services fantastiques qui vous permettent de faire des choses incroyables. Ça va au-delà de vos espérances. Mais en fait, c'est pas vraiment gratuit puisque les données que vous allez collecter via ces outils ou que vous allez fournir pour l'utilisation des services, elles sont réutilisées par les sociétés qui vous les proposent. Et pas seulement celles que vous allez fournir, mais aussi celles de vos contacts. Donc, il faut être vigilant par rapport à l'utilisation de solutions numériques grand public. Et l'autre problème, c'est que si on utilise ces produits dans un cadre professionnel, on est soumis aux conditions d'utilisation pour le grand public, pas pour les professionnels. Donc, il n'y a pas vraiment d'encadrement et du coup, vous n'avez pas vraiment de maîtrise de ce qui pourra être fait des données. Alors, dans le cadre des recherches, c'est très embêtant, mais également, si vous utilisez une adresse mail personnelle, par exemple, pour envoyer des informations sur les étudiants, les informations des étudiants qui sont contenues dans le fichier que vous communiquez ou la liste de diffusion que vous créez via cette adresse mail grand public, elle va être récupérée par cette société. Donc, s'il y a des messageries qui sont proposées au niveau de l'établissement, c'est pas pour rien. Les outils numériques mis en place à l'université ont été évalués. C'est un choix qui a été fait. Il y a des paramétrages qui sont décidés au niveau de l'établissement qui peuvent paraître contraignants, mais c'est une nécessité parce que il faut envisager toutes les possibilités qui sont offertes par ces outils et en tant qu'établissement, nous avons l'obligation d'adopter des mesures appropriées pour garantir la protection des données. Et puis, je vais vous présenter quelques exemples de solutions numériques existantes à l'université et qui peuvent vous aider à respecter cette réglementation. Alors, ce sont des exemples qui sont loin d'être exhaustifs, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses. Suivant la composante où vous êtes, vous avez peut-être des solutions locales qui vous sont proposées et qui peuvent également permettre de respecter la protection des données. Alors, pour la collecte des données, vous avez Lime Survey, qui est un logiciel qui est installé et hébergé à l'université. Donc vos données ne vont pas aller se promener chez des hébergeurs ou des sociétés tierces. Et vous avez un support technique aussi derrière, ce qui est important si vous avez un souci. Evento, c'est plutôt pour l'organisation d'un événement, d'une réunion, pour essayer de connaître la disponibilité des personnes. Pour la communication des données, vous avez la messagerie de l'université, les listes de diffusion sympas que je pense vous connaissez, et puis vous avez Seafile ou MyCore côté CNRS, et puis Moodle. Et pour le stockage des données, vous avez donc Seafile, Moodle, également la gestion électronique de données, là plus pour la partie administrative, parce que c'est une méthode de conservation qui est plus adaptée pour la gestion documentaire administrative, dirons-nous, pour le moment. Alors, cas pratique. J'ai besoin de collecter certaines données personnelles pour l'inscription à un événement, une recherche. Je peux soit créer un formulaire papier, soit un formulaire en ligne. Si c'est sur Lime Survey, les données, elles restent à l'université. Et puis, si j'ai un souci, j'ai un support technique. Et l'université, elle maîtrise les conditions de sécurité, de conservation de ces informations. Alors que si vous utilisez un outil en ligne gratuit, les informations, elles vont être hébergées, vous ne savez pas où, elles vont sans doute être réutilisées par la société qui vous propose la solution, et vous n'avez pas de garantie derrière si vous avez un ennui technique à qui s'adresser en cas de problème. J'ai besoin de connaître les disponibilités de personnes pour organiser une réunion ou une conférence. Là, vous avez Evento. Donc, c'est une application qui est gérée et hébergée en France, qui est proposée par Renater. Et puis, un avantage certain, c'est que même si vous oubliez de supprimer les données de l'Evento, par défaut, les données sont effacées au bout de 6 mois. Parce que quand vous créez, vous cherchez à connaître la disponibilité des personnes et vous utilisez d'autres solutions qui vous sont proposées en ligne, là, les données, elles sont stockées
de manière indéfinie, peut-être pour toujours. Pour communiquer avec mes interlocuteurs, donc je privilégie la messagerie de l'université ou du CNRS, si je suis CNRS, ou un autre organisme de recherche. Et si je dois envoyer un message à un grand nombre de personnes, j'utilise soit les listes qui sont présentes dans Moodle, soit Sympa, parce que là c'est pareil, on a une maîtrise au niveau de l'établissement. Et pour communiquer les notes à chaque étudiant, on a le carnet de notes des étudiants dans Moodle. Et pour communiquer des documents, et notamment des listes nominatives, vous avez C-File, où vous avez la possibilité de créer des bibliothèques, où vous pouvez limiter l'accès aux personnes, vous pouvez mettre des mots de passe, vous pouvez chiffrer les bibliothèques. Donc il y a plein de possibilités de sécuriser et d'améliorer la confidentialité des données, plutôt que de l'envoyer en pièce jointe d'un message. Pour conserver des documents, vous avez donc C-File, la GED et puis Moodle. Et j'en ai fini. Donc c'était vraiment que quelques exemples. Vous avez sans doute beaucoup d'autres possibilités, mais en tout cas à l'université, vous avez déjà toutes ces solutions qui vous sont proposées.